pour la présentation de l'ECMO avec le SAMU de Paris. Photo. C'est dans la boîte. Et nous voici de nouveau du côté de l'Agora. Merci de nous accompagner pour cette nouvelle démonstration, ce nouveau rendez-vous au niveau du salon Secours Expo. Deuxième journée avec beaucoup de choses qui se sont passées déjà durant la journée d'hier. Et ça continue, beaucoup de surprises et de rencontres. Bonjour Lionel Lameau. Bonjour. Lionel Lameau, vous êtes venu avec toute l'équipe du SAMU de Paris, c'est ça? Exactement, une équipe, l'ECMO Team du SAMU de Paris. Et on va présenter une technique qu'on utilise chez les enfants, mais également qui s'est popularisée chez les adultes, c'est l'ECMO. C'est l'ECMO, effectivement, dans la prise, voilà. on dit l'ECMO, dans la prise en charge de l'arrêt cardiaque dit réfractaire, quand les techniques habituelles ne marchent plus. Lorsqu'il y a donc une impossibilité du cœur, des poumons, peut-être... Ouais, on va revenir sur ces termes-là, mais effectivement, quand le cœur ne repart pas, on a un moyen de suppléer complètement le cœur et de remplacer le cœur et les poumons par cette machine, et donc surtout de perfuser le cerveau et le cœur, les organes nobles, pour éviter des dégâts et le décès du patient surtout. Voilà, donc on va externaliser finalement, c'est ça? Exactement. D'accord, ok. Donc ça c'est une technique que vous utilisez Alors aujourd'hui sur Paris et d'autres villes en France et maintenant à l'international, c'est quelque chose qui est utilisé de manière routinière pour les arrêts cardiaques, donc comme je vous le disais, dire réfractaires. Sur certains arrêts cardiaques, ça ne va pas concerner tous les arrêts cardiaques de manière quotidienne. On a donc un véhicule qui est dédié, qui est tout le temps disponible et qui est armé par un médecin. Là aujourd'hui, ça va être Christelle Dagron qui va faire le médecin d'ECMO. Voilà, un aide-soignant logisticien Christophe qui est derrière, et en principe une infirmière anesthésiste qui est avec nous aussi. Bon, parfait. Alors donc il faut vraiment un lot de personnes. Il faut quoi? 3 personnes, 4 personnes? 3 personnes simplement, d'accord. 3 personnes en plus de l'équipe de SMUR, de l'unité mobile hospitalière, l'UMH, qui va être sur place, et des sapeurs-pompiers qui seront là avant nous dans la chaîne des secours. Donc c'est vraiment un renfort supplémentaire quand on est en échec thérapeutique sur les thérapeutiques dites classiques. Est-ce qu'on peut dire dernier recours ou pas? C'est clairement un dernier recours aujourd'hui, puisque généralement on considère qu'on met ces assistances circulatoires au moment d'un embrayage, soit arrêt de la réanimation, soit poursuite vers cette assistance circulatoire. En combien de temps on peut être sur place alors? Nous, par exemple, l'équipe va couvrir toute l'Île-de-France, donc ça va dépendre, mais ce qui est très important, c'est l'anticipation. C'est pour ça qu'il y a tout un process de régulation médicale qui est mis en place et que tous les SAMU d'Île-de-France, par exemple, quand ils vont être dépêchés, appelés pour un arrêt cardiaque d'une personne, généralement de moins de 70 ans, sur voie publique massée immédiatement, on va être déclenché en même temps que les pompiers et le SAMU. Simultanément, quitte à être annulé sur le chemin, afin d'anticiper et d'être là dans des délais raisonnables. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette assistance, elle doit être mise dans les 60 minutes après l'effondrement. C'est pour ça que les premières études qu'on avait eues il y a plus de 10 ans maintenant n'étaient pas très positives, parce que le temps de prendre le patient, de le réanimer et de l'amener à l'hôpital, on était dans des délais souvent hors délai. C'est pour ça qu'on a mis en place cette stratégie préhospitalière de médicalisation, on va dire, très poussée, où on va mettre en place l'ECMO directement sur place, là où est le patient, pour éviter le temps de brancardage, qui est souvent le temps le plus long, et le temps de transfert vers l'hôpital. Il faut que ce soit un matériel mobile, j'imagine, voilà, léger, efficace. C'est aussi ça, c'est-à-dire que ça a été possible aussi par une miniaturisation des machines qui a rendu plus accessible tout ça. Donc on peut faire le tour avant de la simulation peut-être du matériel, je ne sais pas comment vous avez prévu la démonstration, mais donc, déjà c'est impressionnant. Il y a le matériel classique de réanimation cardiopulmonaire, j'ai envie de dire, donc le monitorage avec un scope multiparamétrique qui fait des fibrillateurs, la respiration artificielle via une intubation orotrachéale d'oxygène. Là, dans ce cas-là, nous on bascule sur du massage automatisé, parce que c'est un massage qui va être long et on veut qu'il soit de qualité tout au long, c'est extrêmement important. Régulier. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est sur un changement intellectuel. La première partie de la réanimation, massage cardiaque, défibrillation, n'a qu'un but, c'est de faire repartir le cœur. Là, nous, notre but, ce n'est pas de faire repartir le cœur, c'est d'oxygéner le cerveau, le cœur, pour se laisser le temps de traiter et d'évaluer correctement le patient. On gagne du temps là. Il y a un changement dans le paradigme un petit peu. Donc on va faire ce massage cardiaque-là. Les médicaments auront été faits par la perfusion. Et là, on est en échec. Et c'est là qu'on va regarder, est-ce que le patient est éligible à cette technique? Quels sont les patients qui sont éligibles? Principalement, en fait, ce qui va nous intéresser, c'est les patients qui ont un cerveau en vie encore. C'est ça. Et donc, on va se focaliser là-dessus.
Et donc, on va aller regarder s'il y a des signes, ce qu'on appelle les signes de vie. Est-ce que le patient il bouge pendant le massage cardiaque? On en a de plus en plus. Vous savez qu'on en a de plus en plus de citoyens sauveteurs qui vont masser tout de suite. Donc, il y a un no-flow, ce temps sans massage cardiaque qui est de plus en plus court. Et donc, on va regarder ce temps-là aussi. Et s'il y a des signes de vie qui sont le mouvement, la respiration, le gaz, ou le myosis, les pupilles très serrées, on va aller vers cette assistance circulatoire. Une fois que la décision est prise, on va lancer le process. Et donc là, on va voir la démonstration, comment ça se passe en temps réel. Christelle, go. Donc généralement, une fois que la décision est prise, ça se fait entre l'équipe qui est sur place, le médecin qui est sur place de la première unité mobile hospitalière, qui va voir avec le médecin de l'ECMO, ils vont discuter du bilan du patient et ils vont décider de se lancer ou pas dedans. Une fois qu'il y a le go, alors ça se passe toujours de la même manière. Donc il y a le médecin de l'ECMO qui va être assisté en principe par le médecin qui était là avant par l'unité mobile hospitalière, qui lui n'est pas forcément formé à ça. Et donc c'est pour ça qu'il y a toute une stratégie dedans. Donc il y a un premier pack qui est organisé où il y a tout le matériel nécessaire pour se mettre en tenue stérile, ou en tout cas le plus propre possible en situation préhospitalière, où on va pouvoir s'habiller et se préparer. Donc vous voyez que l'aide-soignant va aider à l'habillage et va être là pour faire le lien, tout ce qui est le logistique, tout ce qui est amener du matériel, chercher des choses au fur et à mesure. Donc là, alors, Christelle qui joue le rôle soit de l'infirmière, soit du médecin assistant. Non, les médecins. Non, non, vous allez me la fâcher. Vous allez me la fâcher. Non, pardon, je parlais de la jeune fille derrière, je croyais. Bon, voilà, j'ai inversé. Excusez-moi, Lionel. Aïe, alors, ça, c'est accident diplomatique. Elle joue le rôle du médecin qui aurait été le premier arrivé sur place avec l'unité mobile hospitalière pour faire sa réanimation. D'accord. Donc, ce qu'on fait, le médecin d'ECMO arrive et demande à ce médecin-là de s'habiller pour l'aider. Puisque à ce moment-là, sur le plan médical, il n'y a plus grand-chose à faire pour la réanimation. Puisque nous arrêtons les médicaments, nous arrêtons tout, on ne fait plus que du massage cardiaque, puisque là, on a vraiment changé de paradigme. Le but, c'est plus de faire repartir le cœur, c'est de protéger le cerveau au maximum et de mettre la machine en place. Donc on considère que là, les tentatives de défibrillation, d'adrénaline, tout ça sont considérées comme vaines. Donc toujours dans le même kit, hein, voilà. Oui, il y a un kit complet. Donc vous voyez une première étape pour l'habillage. On va désinfecter. On a un système de désinfection pour ne pas toucher le patient. Et on va pouvoir après mettre un champ stérile qui recouvre le patient. C'est un champ qui est relativement grand, qui a l'avantage pour les différents intervenants. Là, il n'y a pas tout le monde, mais il devrait y avoir la première équipe de SMUR, mais aussi les sapeurs-pompiers, qui n'ont pas forcément l'habitude de ces techniques-là, de délimiter un périmètre sur lequel ils ne doivent surtout pas toucher ou intervenir ou se mettre en position. Il y a en gros une équipe qui va faire la tête, gérer la poursuite de la réanimation, et une autre équipe qui est vraiment dédiée à l'assistance circulatoire. Donc le champ est mis en place. J'imagine qu'on a des entraînements multicorporations. Voilà, exactement. Globalement, il y a un niveau d'entraînement pour les médecins qui posent ces assistances circulatoires et l'équipe d'ECMO, c'est-à-dire les aides-soignants, les infirmiers anesthésistes de l'équipe du SAMU de Paris. Et puis, il y a aussi un travail de coordination avec toutes les unités mobiles hospitalières qu'on va venir renforcer pour leur expliquer comment ça va se passer et avec les sapeurs-pompiers. Donc, il y a un repérage qui est fait. Alors, je ne sais pas si tout le monde voit bien en vidéo. Oui, on voit très bien. Si, on voit très bien. Nickel. Donc, on a choisi une technique qui est une technique ouverte, ce qu'on appelle ouverte. Alors, certains vont demander pourquoi on ne fait pas ça en percutané comme un cathéter avec un échographe. J'avais posé la question. Je savais que c'était la question que vous alliez me poser derrière. Donc, je voulais l'anticiper. On lance la machine. Christelle, ah oui, donc, pardon. Voilà. On va remettre le massage pour que vous voyez quand même comment ça fait. Voilà. Ça y est, ok, d'accord, de ce côté. Voilà. Donc, pourquoi on ne fait pas en percutané? Parce que sous massage cardiaque, c'est assez compliqué avec l'échographe de bien repérer les vaisseaux, surtout en circonstances préhospitalières, où les écrans des échographes, par exemple avec la luminosité ou des choses comme ça, sont plus difficiles à voir. Donc, on ouvre ce qu'on appelle le triangle de Scarpa, où on va aller chercher les deux vaisseaux, l'artère et la veine, pour pouvoir les cannuler sous contrôle visuel, en fait, pour être sûr de savoir bien où on est. L'ECMO, comment ça marche? Il va y avoir une première canule qui va être dans la veine et qui va remonter jusqu'au cœur pour aspirer le sang. Ça va passer dans la machine et cette machine va avoir deux fonctions. Une première, de générer de la pression pour remplacer le cœur. Je vais te dire ça, on voit un peu les vaisseaux. Je ne sais pas si on voit très bien. Oui, on va voilà. Peut-être ralentissez les mouvements aussi. Je sais qu'on intervient vite normalement. Une toute petite pause peut-être. Voilà, petite pause, Christelle. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Je vais essayer d'éliminer dedans pour qu'on voit mieux. Alors.
Ouais, je sais pas si on arrive à voir. Ouais, c'est un petit peu... On Vous voit pouvez deux le sortir un vaisseaux. petit peu ou pas? Ouais, exceptionnellement, non? Voilà. On voit en fait qu'il y a deux vaisseaux Il y a différents. deux vaisseaux là, d'accord, ok. Donc la veine, qui est un gros vaisseau, et l'artère fémorale. Donc on va d'abord mettre un cathéter dans la veine, donc ça va prendre le sang, l'artère. On va prendre le sang, en tout cas le système de l'ECMO va prendre le sang dans la veine, l'amener dans la machine, générer de la pression pour remplacer le cœur. Et une deuxième fonction qui va être une oxygénation du sang et faire les échanges comme les poumons. Donc on va remplacer le bloc cœur-poumon et on va réinjecter par l'artère de manière assez basse dans l'aorte. Et ça va aller irriguer le cœur, les coronaires, mais surtout le cerveau, en contresens de ce qu'on fait habituellement. Donc il y a eu une ouverture, les vaisseaux sont repérés. Maintenant qu'ils sont repérés sous contrôle visuel, on pique, vous voyez, avec du sang rouge, ça c'est l'artère. On va mettre un guide dedans pour pouvoir guider après la cannulation. Donc là, les instructions sont données. On demande à l'aide-soignant d'apporter la canule artérielle. On va montrer la canule artérielle. Là, faites juste une pause, voilà, très bien. Ça, c'est une veineuse. Et bon, on va mettre deux. Voilà, mesdames et messieurs, donc la technique ECMO, technique d'oxygénation par membrane extracorporelle. Donc on va externaliser la circulation pour préserver, on l'a entendu, hein, donc finalement la vie du cerveau du patient, ce sera la priorité. Nous sommes avec le SAMU de Paris, avec Lionel Lameau qui nous propose donc de détailler cette procédure, ce protocole d'intervention. Pour vous montrer les canules. Alors ça, c'est les canules. La taille des canules. Alors ça, c'est une petite canule. Hein, on en mettrait une plus grosse sur un adulte, globalement. Vous voyez que c'est quand même des canules qui sont relativement importantes. Hein, c'est pour ça qu'on est obligé de le faire sous contrôle visuel et qu'on dilate beaucoup les tissus sous-cutanés pour pouvoir mettre. Et c'est guidé par un introducteur. Et si vous voyez, là, il y a des petits trous sur le côté, des petits œillets, qui au niveau veineux vont permettre de drainer tout le sang qu'il y a dans la veine cave pour l'aspirer, pour le mettre dans la machine avant la réaspiration. Donc là, il y a le guide qui est en place, on met la canule, la première des canules, vous voyez qu'elle est en place. Alors là, en principe, il y a un retour de sang, mais vu que c'est un mannequin, on n'a pas le retour complet, parce qu'il n'y a pas de pression. On imagine, voilà. Pour le plan du système. Alors vu que c'est du matériel de démonstration, il n'y a pas forcément tout le matériel qu'on utilise. Alors là, on va changer d'introducteur, c'est la même chose. C'est pour les deux vaisseaux exactement la même technique. Hein. C'est-à-dire qu'on pique sous contrôle visuel et on va pouvoir introduire après la canule. Et vous voyez, ce qui est extrêmement important, c'est la qualité de la réanimation pendant ce temps-là. On n'interrompt jamais le massage cardiaque. C'est un point qui est fondamental dans la prise en charge de l'arrêt cardiaque, c'est ne jamais interrompre le massage, ou le moins possible en tout cas. Et c'est aussi pour ça qu'on a développé cette technique à ciel ouvert, c'est pour ne jamais avoir à interrompre le massage cardiaque, pour préserver une perfusion cérébrale du sang dans le cerveau. Donc vous voyez la seringue, là, du sang bleu, c'est du sang veineux. Donc on est en place, le guide va être monté. Une technique qui s'est développée sur un long on veut dire un long temps. Alors, un long une terme, technique qui a été faite par étapes. Tiens, la canule. La technique a été faite par étapes. Il faut savoir que l'assistance circulatoire, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps au bloc opératoire. Elle a été plus ou moins miniaturisée, elle a été mise en réanimation en post-chirurgie cardiaque. Et l'une des grandes choses, ça a été de la sortir en dehors de la réanimation et de l'hôpital. Et donc avec la miniaturisation de ces dispositifs-là et on va dire, de la simplification de l'utilisation très clairement de ces dispositifs. On l'utilise depuis combien de temps sur le terrain maintenant? Alors nous, sur le terrain, on a commencé maintenant il y a 10 ans à l'utiliser. Pour vous donner un ordre d'idée, l'équipe en met entre 60 et 80 par an. Donc c'est quand même une volumétrie importante. Et avec un pronostic de survivants indemnes qui est environ de 30%. Il faut se rappeler que ces patients-là sont des patients qui, s'ils n'ont pas cette technique-là, sont décédés sur place. Hein. L'alternative, c'est ça.
Donc c'est vraiment extrêmement intéressant et c'est une technique maintenant qui se généralise suite à nos travaux. En France, on a des équipes à Lille, à Lyon, à Perpignan qui font ces techniques-là. Ça commence à en avoir un peu partout en France. Et puis à l'international, en Europe, en Angleterre, en Allemagne, en Espagne et aussi au niveau international, au niveau américain, qui ont développé des équipes. C'est assez paradoxal. Hein. Je vous rappelle que les États-Unis travaillent qu'avec des paramédics, pas d'équipes SAMU. Et donc, ils ont développé des équipes médicales maintenant qui vont sur les arrêts cardiaques, principalement pour l'arrêt cardiaque, pour la piste d'ECMO. Donc, c'est une vraie généralisation mondiale suite à ces différents travaux. Vous avez un échange justement avec l'étranger comme ça pour faire avancer l'ensemble des techniques Bien sûr, on travaille de manière coordonnée et nous formons beaucoup de ces médecins sur Paris. Il y a deux sessions par an de formation à ces techniques-là pour l'apprentissage, pour des médecins et des équipes complètes avec les paramédicaux, pour générer des programmes d'assistance circulatoire. Donc là, vous voyez, on enlève toutes les bulles d'air qu'il pourrait y avoir dans les canules et on va connecter à la machine d'assistance. La machine d'assistance, elle est ce qu'on appelle primée, débulée. On a enlevé des... Wow! Oh, il y a des effets spéciaux aujourd'hui. Oui, il y a des effets spéciaux sur cette simulation. Ah, c'est le spectacle, là. Et donc, elle est pré-débulée. Donc, on va prendre le circuit à ce moment-là. La technique de l'ECMO, hein, mesdames, messieurs, si vous venez de nous rejoindre avec le SAMU de Paris, le SMUR. Entre autres, on externalise l'oxygénation avec ce protocole qui vous est présenté. C'est un mannequin, bien évidemment, donc utilisé finalement sur l'ensemble de la France. Maintenant, ça y est. Territoire. Et donc là, on va connecter les canules au système d'ECMO. Donc vous voyez, là, il y a un petit système où il faut enlever les bulles d'air pour pas du tout qu'il y ait d'air dans le système. C'est un système qui doit être sans air puisque ça va aller en vasculaire immédiatement. Alors s'il y a des petites bulles, c'est pas très grave puisque le dispositif permet de les absorber, bien évidemment. Il y a une sécurisation de tout ça. Mais on limite, voilà, déjà la source, d'accord. Mais on limite les sources comme ça. Et là, on va connecter et on va pouvoir déclencher le système. Alors le système, il est alimenté, vous voyez là, Christophe est en train de connecter. On va commencer à lancer le dispositif. On arrête le massage. Voilà. On va arrêter le massage cardiaque puisqu'il n'y en a plus besoin, puisque c'est la machine qui va prendre en charge les... Il n'y a pas un plan quelque part? Moi, j'ai pas de plan. Mais c'est parce que c'est le mannequin. La machine. Ah, il y a des... Non, c'est pas les mêmes. Et donc là, ça c'est lancé en machine. Vous voyez, alors là, c'est sur un mannequin, donc c'est plus difficile. Vous voyez que le sang arrive en veineux et va repartir de l'autre côté globalement. Vous voyez que le temps de pause est quand même extrêmement court. Globalement, on est à moins de 10 minutes pour mettre en place ce système-là en préhospitalier. C'est donc quelque chose qui maintenant est quand même extrêmement rodé par les équipes. Derrière cette mise en place du système, le système est relié à de l'oxygène et à de l'air. Donc en termes logistiques, il faut aussi prévoir des bouteilles d'air, de l'oxygène pour ne pas mettre trop d'oxygène. Vous savez que maintenant que dans l'arrêt cardiaque, ça ne tournera pas plus, Christelle, c'est en système fermé, c'est pour ça. On évite de mettre trop d'oxygène, ce qui est dangereux pour le cerveau. Je vous rappelle que le but, c'est de préserver le patient. Une fois que le patient a son assistance circulatoire, il va évidemment y avoir un pansement, on va refermer l'incision et il va être transféré vers l'hôpital. Tous ces patients-là sont transférés vers une coronarographie pour voir le cœur et pour traiter la cause de cet arrêt cardiaque qui est généralement un infarctus, un syndrome coronarien aigu. Donc l'artère va être débouchée sous protection de la machine. Donc le cerveau est toujours alimenté, même si le cœur ne bat pas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à peu près dans plus de 90% des cas, dès qu'on a mis la machine dans les 5 premières minutes, le cœur repart. Parce qu'il y a de la pression dans les artères coronaires et il y a de l'oxygène qui est donné de meilleure qualité, on va dire. Et ensuite, ce patient va aller en réanimation. Il va y avoir tout un traitement en réanimation. Il va surtout être mis en ce qu'on appelle en neuroprotection, protéger le cerveau. Je vous rappelle, c'est vraiment depuis le départ, c'est notre but de protéger ce fameux cerveau. Allez, on va contrôler la température, on va tout contrôler. Et après, le patient va être réveillé pour évaluer est-ce qu'il y a des dégâts ou pas cérébraux. Et c'est là que les triages vont se faire. Voilà un peu la poursuite. Ce qui va être quelque chose aussi, une expertise, c'est un peu tout ce brancardage derrière de ce type de patient-là. Vous doutez bien que c'est un peu compliqué, il y a toute la machinerie à prendre. Voilà, c'était ma question justement, comment on le bouge avec tout ça? Eh ben, en fait, maintenant on a des techniques, on va faire un pansement, on a une technique qui est bien au point. Bien rodée, ouais.
On va Voilà, fixer de d'accord, manière les fixes, très importante les canules, alors avec du fil d'abord, de la suture, et puis secondairement D'accord. avec des élastoplasmes, plasme, c'est autre chose. On a des types de fixateurs. au boulot. Ouais, on fait bosser en plus. Donc ça, c'est pour la suture. Voilà, d'accord. C'est On va fixer les canules. C'est des fixateurs, des canules qui sont extrêmement solides. Hein. On D'accord. va mettre les canules dedans et on va suturer à la peau. Et pour pas que ça bouge, plus un pansement extrêmement important. Et toute une technique de brancardage, où nos ambulanciers, vous en avez un ici, ont une technique de brancardage bien adaptée pour protéger tout ça. Et avec les sapeurs-pompiers, on va faire une évacuation qui peut être soit par des escaliers, des ascenseurs, voire même par un grimpe, si besoin, par la fenêtre. Si besoin, maintenant, c'est quand même bien identifié. On peut prendre l'hélicoptère aussi. On sait faire toutes ces choses-là. C'est rodé, Aujourd'hui, tout ça, on n'a jamais eu d'accident de décanulation, donc une canule qui partirait pendant un transfert. Donc il y a un vrai savoir-faire aussi. Donc là, le cerveau est protégé, tout va bien. Là, on peut et maintenant, intervenir, on va pouvoir peut le mettre partir vers l'hôpital. Et vous pouvez voir, je ne sais pas si on voit la caméra, la canule. On va le montrer, voilà. Ouais. Je ne sais pas si on peut. Bien sûr, vous voyez la canule qui remonte dans le vaisseau et qui va aspirer d'un côté et renvoyer le sang de l'autre. Si vous avez des questions. Là, je me tourne vers l'assistant. Si vous avez des questions, juste, c'est le moment, hein, des choses qui peut-être vous traverseraient l'esprit. Ça peut être une question simple. Hein. Moi, j'en ai Merci, plein de Christelle. questions simples. On peut les applaudir, bien sûr, pour cette démonstration. Bravo. Bravo, Christelle. Vous avez été formidable. C'était la journée mondiale du compliment il n'y a pas longtemps. Vous avez été formidable, je tiens à vous le dire. Faut être, donc c'est ce qu'on disait, il faut être entraîné physiquement. J'imagine que aussi au niveau du SMUR, hein, en règle générale, faut être toujours en forme. Hein, c'est un peu le principe. Ouais. Vous avez des entraînements en parallèle? Comment ça se passe? Entraînement physique. Physique, ouais. Vous avez eu ce corps d'athlète? Non, mais je sais bien. Ce corps d'athlète ne nécessite aucun entraînement. C'est ça. C'est ça. Invincible. Voilà. Donc, faut vraiment être toujours en pleine énergie, en pleine forme pour intervenir comme ça en 10 minutes, hein, dans ces 60 minutes d'intervention. Ça demande une concentration extrêmement importante dans ce type d'intervention. Et c'est un travail d'équipe, comme vous l'avez vu. Il y a beaucoup de coopération avec plusieurs acteurs qui vont sécuriser aussi la zone. Et là, on n'a pas parlé, mais on a des protocoles, par exemple, avec la police nationale, les motards, pour aller chercher du sang s'il y avait besoin. Ouais. Il y a une escorte de motards pour le transfert. Il y a tout un environnement qui est vraiment très connu par tous les acteurs, très maîtrisé. Il n'y a plus de scénario surprise, vous voulez dire? Non, donc, il y a toujours de la surprise. Oui, bien sûr, toujours y avoir des problématiques. Mais en tout cas, les différents acteurs sont extrêmement formés, intègrent ça maintenant dans les process. C'est-à-dire que chez les sapeurs-pompiers, par exemple, c'est tout à fait classique de voir maintenant l'ECMO sur Paris arriver. Tout le monde a l'habitude de ça. Chez les équipes du SMUR, c'est pareil. Et surtout, c'est un étage de régulation. C'est-à-dire qu'à la régulation, dès qu'il y a un arrêt cardiaque éligible, il faut vraiment déclencher très très vite le moyen pour pouvoir être dans des temps raisonnables en assistance circulatoire. Eh bien écoutez, c'était une belle simulation en tout cas. Merci pour cette intervention. Je pense qu'on peut encore une nouvelle fois les remercier. On peut encore les applaudir. Bravo. Merci. Le SAMU de Paris. Merci Lionel Lameau donc de toutes ces explications, de tous ces détails. Merci aux intervenants. Hein. Bravo. Bravo. Merci Christelle, merci Christophe hein, également donc d'avoir assisté. Et puis bravo encore une fois donc pour cette démonstration. Est-ce qu'on vous retrouve Lionel sur le salon? Vous avez un stand ou pas? Non, SAMU de Paris. Non, d'accord, vous êtes en déambulatoire, en freelance, voilà. On vous rencontre au gré de la visite. Ok, ça marche. Merci encore, merci à vous. En tout cas, donc beaucoup de surprises, on vous le disait, hein, du côté de l'Agora pour ce salon Secours Expo 2022. Prochain rendez-vous dans quelques instants. À tout de suite.
On va se retrouver dans quelques instants avec l'entreprise Parcellis et l'application Digilis. Vous allez voir que là aussi, c'est un beau rendez-vous, encore une fois. Donc, il va s'agir en fait de formation santé et sécurité au travail. Alors, développement d'une application qui permet de garder le lien. Nous serons avec Dimitri, garder le lien avec les stagiaires, hein, donc les personnes formées. Vous avez toute une application qui est très très bien faite avec les mises à jour et qui permet finalement, en un clic en quelque sorte, finalement en quelques secondes, d'avoir tous les gestes, tous les éléments, toutes les informations de ces formations qui ont été données côté formation santé et incendie. Voilà, donc vous pourrez découvrir, vous serez cordialement invité à découvrir ce prochain rendez-vous, hein, avec Digilis, application de la maison Parcellis. Ce sera dans quelques instants. Et puis également, nous aurons, je vais vous donner quelques éléments du programme tout à l'heure, juste après, vers midi, nous aurons le challenge maquillage avec Mac Pro. Simulation de maquillage pour formation de blessures, vous savez, donc des blessures de détresse pour les formations santé, formation de secours. Ce sont des blessures que vous pourrez réaliser sous couvert une nouvelle fois d'un professionnel, deux professionnels qui seront avec nous tout à l'heure. Donc Mac Pro avec un challenge, on fera un petit challenge sympa de quelques minutes. À vous donc de réaliser la blessure la plus impressionnante. Ce sera tout à l'heure à midi, histoire de se mettre en appétit. Voilà. Si vous avez un stand d'ailleurs qui vous attend quelques pas d'ici, et vous pourrez découvrir déjà des photos assez de fausses blessures assez impressionnantes. Allez, je résume. Parcellis avec son application Digilis dans quelques instants, et puis juste après, à midi, le challenge maquillage professionnel de simulation de blessures de détresse avec Mac Pro. Family essentially is a community of everybody doing a different part, everybody being different, everybody, And in a household, you learn about authority, right? You learn about Voilà, on évoquait avec Laetitia de l'organisation le challenge maquillage pro. Ce sera dans quoi, une demi-heure, c'est ça? Oui, c'est ça, moins d'une demi-heure à midi, avec Mac Pro, donc maquillage de simulation. Alors d'effets spéciaux aussi, ce sont des spécialistes d'effets spéciaux au niveau cinéma. Participent à des grandes productions comme les films Marvel, vous pourrez les rencontrer. Et puis ils ont une action également côté formation santé et secours avec des simulations de blessures de détresse. Ce sera tout à l'heure. Vous pourrez découvrir ce challenge. On va avoir plusieurs concurrents avec entre guillemets leur modèle. Ils pourront réaliser une blessure à l'endroit qu'ils veulent,
Donc, n'importe quelle blessure, ils auront tout un matériel, un kit, donc maquillage qui sera mis à disposition. Mike Pro, donc avec le challenge, ce sera à midi. Et nous avons rendez-vous avec, dans quelques minutes avec Dimitri de Parcellis, de la maison Parcellis, avec l'application Digilis. Vous allez voir que c'est vraiment impressionnant au niveau formation. On garde le lien. On garde le lien avec les personnes qui passent, donc qui ont été formées finalement à ces formations donc santé. Vous avez le lien et vous avez en quelques clics avec votre smartphone aujourd'hui. Donc, alors il y avait les mini-guides PDF ou mini-guides, on va dire physiques, les petits livrets. Mais finalement, on met quoi? On le met dans un coin, on l'oublie, ça prend la poussière. Et bien là, vous allez pouvoir donc en quelques clics sur votre smartphone très facilement retrouver les bons réflexes, les gestes appris. Voilà, donc avec des mises à jour bien sûr automatiques. Voilà, Digilis, ça s'appelle, donc avec la maison Parcellis dans quelques instants. Formation, santé et sécurité, donc au travail. On vous invite à venir nous rejoindre. On va rencontrer donc la maison, l'entreprise Parcellis avec son application très novatrice, Digilis. On fera même un jeu, vous verrez, donc pourrez répondre à quelques questions. Les cadeaux là aussi seront présents donc avec Dimitri qui nous a rejoint. On va pouvoir déjà vous inviter à vous installer, bien sûr, venez nous rejoindre. Vous avez les fauteuils qui vous attendent du côté de l'Agora. Installez-vous, faites une petite pause dans votre visite et on va se retrouver avec vraiment une innovation assez incroyable au niveau formation santé. Il y aura donc, mis à part les livrets, vous connaissez bien les petits livrets qui vous permettent donc un rappel de ce que vous avez appris. Qu'on laisse généralement sur le côté. Vous allez voir que cette innovation donc d'application Digilis est fortement intéressante et va vous permettre donc de rester en lien avec cette formation qui a été suivie. Alors on va se retrouver vraiment dans quelques instants. Ça va Dimitri? Ouais, nickel. Ça va venir. Voilà. C'est bon? Ouais, nickel. Ça va? Super. Voilà. Toujours la forme. C'est quoi le secret?